Corps à corps. Corps à corps. Alors, les États-Unis, on l'a appris le 23 décembre. Alors peut-être que d'autres étaient, enfin beaucoup d'ailleurs, et à raison, avaient été un peu off pour de l'actualité à ce moment-là. Mais on reprend un peu le fil de l'actualité et on entend dimanche dernier Thierry Breton à 20h, sur le 20h de TF1, se plaindre de la situation. Alors je vais vous raconter un peu avant le contexte. Donc en fait, les États-Unis ont annoncé le 23 décembre, comme je vous le disais, les restrictions de visa pour plusieurs personnes, hein, mais notamment contre Thierry Breton. Donc il y avait aussi 4 autres personnalités européennes, on va y revenir, engagées dans la régulation du numérique et de la lutte contre la désinformation. Le motif invoqué par le département d'État américain est que ces personnes, dont Thierry Breton, je rappelle, ancien commissaire, mais qui ne l'est plus, européen au marché intérieur, ont promu ou participé, ça c'est la version américaine, hein, à des efforts considérés comme de la censure visant à contraindre les plateformes américaines, et évidemment dont X. On va revenir sur la grande guerre entre Elon Musk et Thierry Breton, mais également Meta et d'autres. Qui viserait à supprimer, démonétiser ou même modérer les contenus de ces plateformes. Et notamment puisque Thierry Breton est qualifié comme étant le cerveau ou l'initiateur du Digital Service Act, le fameux DSA dont on a déjà beaucoup parlé ici avec Virginie Joron. Donc pour mieux comprendre ce qui se passe et surtout voir la dernière actualité, je vous propose d'écouter Thierry Breton aux 20h de TF1. Au-delà de ma personne, c'est l'Europe. C'est l'Europe, évidemment, qui est atteinte et qui est touchée. Ma personne importe peu, même si, évidemment, je vous mentirais en vous disant que je m'attendais à cela. Je connais bien les États-Unis, j'ai passé beaucoup de temps dans ma vie, donc je ne m'attendais pas à ça. Mais au fond, ma personne n'a peu d'importance. C'est un très mauvais signal qui est envoyé par les États-Unis en Europe. Très mauvais signal. Parce qu'au fond, effectivement, on m'interdit d'aller aux États-Unis, tout simplement parce que j'ai présenté, au nom de la commission, au nom du collège des commissaires, un texte de loi qu'on m'avait demandé de préparer, qui a été voté, tenez-vous bien madame, par près de 90% de nos députés. C'est quasiment du jamais vu, par 100% de tous les États, pour, comme vous l'avez dit, protéger. Protéger qui ? Protéger nos enfants, protéger les téléspectateurs, protéger nous-mêmes par rapport à toutes les déviances. Voilà, se protéger contre toutes les déviances. Les Américains, eux, appellent ça le complexe industriel de la censure. On a, nous, et avec Virginie Joron, interviewé Michael Schellenberger, qui est revenu sur ce complexe industriel de la censure. Je précise d'ailleurs qu'il dit que Emmanuel Macron est le premier concerné dans ce complexe industriel de la censure. Avant, juste pour avoir un peu le deux poids, deux mesures, je voudrais vous faire écouter une autre sanction. Celle de l'Union européenne contre les agents de déstabilisation russes en Europe. Et on a entendu notamment le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot annoncer que Jacques Beau et Xavier Moreau auraient des gels de leurs comptes bancaires, que leur chaîne YouTube serait fermée. Et je propose d'écouter Jacques Beau qui raconte les sanctions auxquelles il est soumis, parce que c'est juste pour voir Thierry Breton, les sanctions sont gravissimes, et Jacques Beau, juste pour qu'on ait un moyen de comparaison. Écoutez Jacques Beau. Comme je vis en Europe et que mes comptes bancaires sont en Europe et que j'ai plus accès à mes comptes en banque, par conséquent, je ne peux tout simplement rien acheter. Je ne peux pas retirer de l'argent, je ne peux pas faire des achats en ligne, je ne peux pas utiliser, en fait, mon compte est complètement bloqué. Mais comme corollaire de cette pénalisation, si vous voulez, ou de cette sanction, eh bien, on n'a pas le droit de me mettre à disposition des ressources. C'est-à-dire que si vous vouliez me donner de l'argent pour dire tu n'as pas accès à tes comptes, tu peux aller, tiens, voilà 100 balles pour aller acheter à manger, eh bien, vous seriez punissable pénalement. J'arrive à l'exemple que je vous ai donné. Hier, il y a une personne de Suisse qui a voulu me faire livrer de la nourriture à mon domicile. La transaction a été bloquée, donc Carrefour Belgique m'interdit en réalité de m'alimenter puisque je n'ai pas accès. Je ne peux pas retirer de l'argent, je ne peux pas payer ma nourriture. Donc voilà, on est dans un système de sanctions qui n'est pas du tout adapté, qui n'est pas fait pour ça.
Vous voyez le niveau, hein. Là, on est quand même sur quelqu'un, non seulement qui a le gel de ses comptes bancaires, et on va pouvoir l'interroger, le gel des chaînes YouTube, mais également l'impossibilité de s'alimenter. Enfin, on est dans des sanctions qui sont gravissimes. Je reviens sur l'affaire Thierry Breton, entre guillemets, et le fait que lui, ce qu'il appelle de la protection de nos enfants, de nos données. Les Américains appellent ça le complexe industriel de la censure. Et je propose d'écouter rapidement, et ensuite je vous donne la parole. Je donne la parole à mes trois invités. Michael Schellenberger au Parlement de Strasbourg avec Virginie Geron, et donc à mon propre micro sur le plateau de Strasbourg. Regardez ça. Pouvez-vous nous dire en quelques mots? Je sais que c'est très vaste. Virginie Geron nous a déjà montré les dossiers. Mais quelques mots concernant les Twitter Files français. Oui, eh bien, cela a été une surprise pour moi. Je possède les Twitter Files depuis 3 ans maintenant, mais nous continuons à y découvrir des informations qui n'étaient pas disponibles auparavant. Et ce que nous avons appris, c'est que le président Macron était lui-même personnellement impliqué dans une action secrète coordonnée en collaboration avec des ONG françaises, censées être des organisations non gouvernementales, dont beaucoup ont des liens avec les services de renseignement ou sont financés par le gouvernement, afin de mener une action coordonnée par le biais du système judiciaire français pour faire pression sur Twitter, afin que ces ONG aient un accès spécial aux données de Twitter. Il s'agissait d'un projet d'une telle envergure qu'il impliquait même Miss France, aussi incroyable que cela puisse paraître, qui s'est retrouvé impliqué dans cette initiative visant à exiger la censure. Je n'avais jamais vu un chef d'État s'impliquer aussi directement que Macron dans le complexe industriel de la censure. Intéressant quand même, hein. Donc, est-ce que c'est de la protection des données ou est-ce un complexe industriel de la censure contre lequel luttent les Américains? On va revenir sur tous ces sujets avec nos trois invités. Virginie Geron, bonjour. Bonjour Clémence. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes députée européenne du groupe Patriotes Europe au Parlement européen, membre de la commission marché intérieur, de la commission du contrôle budgétaire. Vous avez aussi la commission sur le DSA, justement, et la délégation pour les relations avec le Japon au Parlement européen. Nicolas Conquer, bonjour. Bonjour Clémence. Et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes porte-parole du Parti républicain Overseas. Et puis, nous sommes avec Nicolas Mirkovic. Bonjour Nicolas Mirkovic. On va récupérer votre son, Nicolas Mirkovic. En attendant, je vous présente. Vous êtes analyste géopolitique. Bonjour, Clémence, pardon. Voilà, parfait. Président de l'association Ouest-Est, auteur de Bienvenue au Kosovo aux éditions du Rocher, Le chaos ukrainien et l'Amérique Empire aux éditions Temporis. Et puis un très prochain à arriver, là, à venir. On va en entendre parler puisque j'espère bien que vous passerez le présenter chez nous. Nicolas Mirkovic. Alors, je vais peut-être commencer par Virginie Geron, qui en plus suit ça de près. Et puis, on était avec vous à Strasbourg. On a pu suivre l'actualité en direct. Et avec Michael Schellenberger. Alors, cette réaction de Thierry Breton... dites-nous ce que vous en pensez, pour ne pas la qualifier. Pour moi, elle est totalement hypocrite parce que d'ailleurs, quand il s'exprime à la télévision, il dit un coup qu'il n'est pas surpris et juste après, il dit qu'il est surpris. Donc, il se fout vraiment de nous. Oui. Bien sûr, c'est d'ailleurs l'objet de mon tweet qui a fait couler beaucoup d'encre. Bien sûr que moi, je m'attendais à une sanction depuis plus longtemps. Pourquoi? Il faut revenir en arrière. On a vu que Breton a pris à bras-le-corps ce sujet depuis que Musk a racheté Twitter, pas avant. On a eu ces lettres qui ont été faites d'ailleurs tout seul, sans l'aval de Ursula von der Leyen. D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'il a dû démissionner fin août 2024. Je vous rappelle cette lettre, d'ailleurs, c'est ce que j'ai publié, pour expliquer le contexte, parce que les gens ne voient qu'une partie du dossier. Et d'ailleurs, on le voit très bien dans cette interview de TF1, il ne pose aucune question autour de cette lettre, qui est un élément révélateur de la conception, de la vision de la commission et du travail de Breton sur le DSA. Le DSA, comme je l'ai dit, c'est pour ça que moi, je me suis abstenue sur le dossier, c'était à l'origine pour protéger le marché intérieur des produits, d'ailleurs, typiquement, exemple, Chine. Vous voyez, là, pour le coup, la commission ne fait absolument rien. Elle a ouvert une enquête. D'ailleurs, on ne sait pas où ils en sont. Mais c'était ça le but. C'était pas de censurer les débats politiques. Et avec cette lettre qui rappelle quoi, en fait, la lettre de Breton? C'est qu'il s'immisce, c'est une grosse ingérence étrangère dans un débat entre un Américain, c'était à l'époque lors des élections présidentielles aux États-Unis, entre Donald Trump, Musk, sur une plateforme X. Et donc, monsieur Breton, le 12 août, envoie cette missive
en alertant Musk, en lui disant attention, vous devez respecter le DSA prochainement si vous faites ce débat. Il lui envoie, je rappelle, il envoie vraiment une lettre urgente à Elon Musk en lui disant attention, vous êtes en train de faire de la désinformation, vous avez 24 heures pour répondre. Ça, c'était en 2023, c'est une autre lettre. Ah oui, pardon, je pense que vous parliez de ça. Et c'est cette lettre qui dit attention, si vous faites un débat, vous devez appliquer le DSA lors de ce débat pour éviter des propos haineux en ligne. Voyez, et donc c'est vrai que là vous avez une ingérence étrangère, c'est-à-dire que normalement le DSA s'applique en Europe. Je ne vois pas pourquoi on devrait protéger les Européens d'un débat entre Américains sur une plateforme américaine. Donc ça a été un peu le déclenchement de cette problématique de vision de la liberté d'expression. Comme vous le savez, c'est le premier amendement aux États-Unis, c'est un pilier fondamental de la création des États-Unis. La liberté d'expression, on n'y touche pas. Donc vous avez cette vision et cette valeur qui est importante au sein des États-Unis, et vous avez le DSA, où c'est une réglementation numérique qui est censée protéger les Européens. Pourquoi pas? C'est pour cette raison qu'on s'est abstenu, parce qu'il faut protéger effectivement les mineurs du ciblage en ligne, des publicités en ligne, c'était l'objet de cette réglementation. On voulait aussi cadrer les plateformes du numérique pour qu'on sache effectivement comment elles mettent en œuvre une procédure interne pour limiter les algorithmes, ou faire de la publicité sur les mineurs, et aussi lutter contre la haine en ligne. Donc, pour le coup, on était plutôt pour ce texte. Pas trop, c'est pour ça qu'on s'est abstenu, parce qu'il y avait encore des éléments, qui n'étaient pas assez transparents. Donc, on a laissé faire. C'est pour ça que, d'ailleurs, il se targue d'avoir 90%, parce que personne n'a vu qu'à un moment donné, ce DSA allait annuler des élections en Roumanie. Je rappelle que ce texte ne comporte que 2 mots au terme du contrôle des élections. Et en fait, on s'est rendu compte au fur et à mesure du temps, avec 2 mots, processus électoraux, dans l'article 34, qu'il y a eu des nouveaux guides qui ont été mis en place par la Commission, de 50 pages, à destination des plateformes. Et donc, avec cette lettre de Breton, un rapport, et celui-là, je vous invite aussi à le lire, il sort toujours en plein été, c'est le rapport de Jim Jordan. Le titre, c'est quoi? La menace de la censure étrangère, comment la loi sur les services numériques de l'Union européenne impose une censure mondiale et porte atteinte à la liberté d'expression américaine. Et c'est ce rapport aussi de cet été qui est finalement a cristallisé ce bras de fer qu'on a vu se créer cet été entre les USA et l'Union européenne. Je vous rappelle aussi un élément important. Monsieur Breton n'est plus commissaire européen et il est visé donc par les États-Unis, parce qu'on voit bien qu'il prend à bras-le-corps ce sujet, non pas pour protéger les Européens, on le voit bien, c'est pour censurer le débat, et on le voit dans ce rapport, les discours politiques qui ne rentrent pas dans leur narratif. Aujourd'hui, celle qui est à la tête de cette nouvelle commission du numérique, elle s'appelle Henna Virkkunen. Elle n'est pas ciblée par les États-Unis. Et pourtant, c'est elle qui met en œuvre les enquêtes. Donc, on voit bien qu'il y a effectivement une volonté de Breton depuis le début de utiliser le DSA à des fins politiques. Et on l'a vu aussi il y a presque 1 an, début janvier, quand il a fait cette interview chez RMC pour dire que le DSA a été utilisé pour annuler les élections en Roumanie, et qu'il l'utiliserait de nouveau en cas de doute pour les élections en Allemagne. Donc tout ça a fait que les États-Unis se sont dit que la Commission, notamment à travers de Breton, empiéter sur leur droit fondamental de la liberté d'expression. Et en plus, on le voit avec ces Twitter Files qui sont très récents, d'Emmanuel Macron, où M. Schellenberger a fait cette étude avec 2 autres co-rapporteurs, qui démontrent bien qu'il y a une mise en place d'une machinerie pour protéger un certain débat politique, surtout ça, où sont visés les camps patriotes, où sont visés les partis patriotes, pour finalement protéger leur système, et même, j'ai envie de dire, leur pouvoir. Après, leur hypocrisie, c'est qu'il se plaint de cette sanction, mais ça n'empêche pas de garder son poste chez Bank of America. Oui, ça c'est amusant aussi, on va peut-être en parler. Alors, juste vous citer l'émission d'Apolline de Malherbe avec Thierry Breton qui rappelait aussi pendant cette émission qu'il ferait tout pour qu'on pourrait même interdire Twitter, la plateforme Twitter en France, si c'était nécessaire. On écoute cet extrait et ensuite, Nicolas Conquer, vous allez nous dire ce qu'on en pense côté républicain. Et je suis certain que précisément, on va prendre toutes les mesures pour s'assurer qu'il respecte la loi. S'il ne la respecte pas, il y a des amendes. Et si jamais il continue à pas respecter, il y a également dans la loi la possibilité d'interdiction. Donc on est maintenant équipé. Il faut faire appliquer cette loi pour protéger nos démocraties en Europe. Quand vous dites interdiction ?
est-ce que ça veut dire qu'il faut entendre que potentiellement il faut aller jusqu'à l'interdiction du réseau X Twitter? Mais c'est pas il faut, il y a de la loi, une loi est là. Allez, c'est pas la loi de Thierry Breton. En tout cas, pourquoi pas? Si ça doit aller jusque-là, ça doit aller jusque-là. Non mais attendez, la loi est là, c'est pas la loi de Thierry Breton, même si c'est avec mes équipes qu'on l'a écrite. Elle a été ensuite amendée, votée par notre démocratie européenne. Démocratie européenne, c'est intéressant. On n'avait pas vu à quel moment c'était démocratique, mais bon. Bref, alors, Nicolas Conquer, ça m'intéresse de savoir alors, quel est le point de vue du Parti des Républicains, sachant que là, on change de niveau dans cette guerre, on va dire, dans cet affrontement jusqu'à maintenant, qui était surtout très marqué entre Thierry Breton et Elon Musk. On va peut-être raconter ensuite le bras de fer entre les deux et comment ça a commencé, etc. Mais aujourd'hui, c'est carrément l'administration américaine qui a suivi le pas et qui décide de sanctionner Thierry Breton, qui donc n'est plus officiellement commissaire européen. C'est quand même particulièrement intéressant. Comment vous le comprenez? Comment c'est expliqué aux États-Unis? Alors, c'est expliqué par une compétence qui relève du secrétariat d'État et qui consiste à dire que les personnes qui vont porter atteinte aux intérêts américains, notamment sur la question de la liberté d'expression, pourraient se voir bloquer l'accès au territoire américain. Et donc, ça concerne Thierry Breton comme 4 autres activistes qui ont été vraiment très militants, très zélés en vue de venir soit faire de l'ingérence ou justement porter atteinte à ces plateformes et à ces places publiques numériques dans lesquelles tout le monde peut s'exprimer, que vous soyez républicain, démocrate ou que sais-je au milieu. Et donc, on a eu cette décision qui est intervenue et en soi, ça suscite surtout une surprise parce que c'est la première fois qu'il y a une amende de ce type qui est prononcée au titre du DSA. 120 millions, même quand vous avez la fortune d'Elon Musk, c'est pas anodin et ça montre une escalade. Vous parlez de Bien sûr, non, mais c'est dans l'autre sens. Vous êtes en train de réagir à l'amende qui a été infligée à la plateforme X début décembre par l'Union européenne. Oui, non, dans cette continuité-là, en fait, cette amende. Oui, mais là, c'est pas Thierry Breton. C'était lui qui, effectivement, en marge de son poste de commissaire, qui lui a valu de se faire démissionner, a été zélé et avait prononcé des menaces publiques contre Musk et Trump à l'époque, alors que c'était une simple discussion sans caractère hostile ou de volonté de subversion sur les démocraties européennes, et qui a vocation, encore une fois, à étouffer des idées qui sortiraient du cadre du consensus. Donc on a les gardiens du temple, les maîtres de la liberté d'expression, ces censeurs qui, au nom de la régulation, veulent vous appliquer une censure. Et c'est très important, je veux juste évoquer ce point-là, notamment par Michael Shellenberger, que vous avez interviewé, qui présente un concept qui a été documenté aux États-Unis qui s'appelle cette censure par proxy. Le fait est que, à force de menacer les grandes plateformes d'amendes considérables, en centaines de millions d'euros ou de dollars, ça justifie qu'elles-mêmes vont être amenées à prendre des décisions par anticipation pour éviter la sanction. Donc désormais, c'est parce que vous avez la menace d'un État régulatoire qui ne fait que inhiber la liberté d'expression que vous-même, les plateformes, vont exercer cette pression et retirer des contenus. Et donc, ça crée un climat absolument délétère de censure par proxy dans lequel, désormais, l'Union européenne, et on le voit de manière complètement décomplexée, cherche à carburer uniquement à ça. Et en fait, ça a des conséquences beaucoup plus graves parce qu'on l'a dit, effectivement, le simple fait qu'il y a une interdiction de visa, ça c'est anecdotique, mais c'est une décision géopolitique qui forcément appelle des réactions de la part des États-Unis, qui font qu'on est dans un cadre de tension quand même assez exacerbé. On n'a pas forcément besoin d'amplifier ça juste pour la gloriole personnelle d'un ex-commissaire européen qui d'ailleurs a été démis de ses fonctions. Donc je pense que là, à ce stade, ce qu'il faut juste montrer, c'est qu'on a besoin de moins de régulation et plus de faculté de promouvoir cette innovation et effectivement de définir ce qu'on entend via une souveraineté numérique qui a besoin d'être apposée et de manière beaucoup plus transparente que ce rapport DSA. Et donc on peut souligner et féliciter le travail de Madame Virginie Joron en ce sens, mais qu'on a un vrai problème d'opacité et juste le pendant français du DSA, c'est-à-dire l'agence qui a ce rôle de conformité, ce n'est autre que l'Arcom, qui sévit avec les mêmes fondements. Donc c'est une autorité de réglementation, encore une fois le R de Arcom, c'est règlement de régulation, qui échappe complètement au contrôle du législateur. Et à chaque fois, ça vient mettre à chaque fois en menace la liberté d'expression qui est confisquée et qui est la victime. Oui, et est-ce que c'est quand même la première fois, il me semble, vous allez nous dire ce que vous en pensez, qu'il y a une sanction, je trouve, qui est aussi forte pour un ancien, en tout cas une ancienne tête pensante, je vais y arriver, de l'Union européenne. Donc c'est véritablement, aujourd'hui, je dirais peut-être pas une guerre ouverte, mais une tension maximale entre les représentants de l'Union européenne et les États-Unis.
Voilà, encore une fois, vous l'avez bien dit, hein, c'est une ancienne tête pensante, Oui. il a absolument aucun mandat. Thierry Breton, on a l'art de le présenter comme un ancien ministre, un ancien chef d'entreprise, un ancien commissaire. Enfin, on ne sait pas du tout ce qu'il est, il ne représente rien actuellement. Non, mais il est toujours beaucoup là. Il est sur tous les plateaux. Oui. Donc, puis il l'a dit quand même, à travers lui, c'est toute l'Europe qui est touchée. Non, alors effectivement, il faudrait qu'on fasse cause commune avec lui, alors que lui-même a agi de manière délibérée et personne ne lui a donné ce mandat-là pour aller mettre, encore une fois, en péril notre liberté d'expression. Désormais, que vous soyez pour Musk, pour Trump ou contre Trump, vous allez verser votre bile quotidiennement sur Twitter, qu'importe votre parti pris. Oui, mais quand même, sur la question qu'il n'y a jamais eu de sanction aussi forte du côté américain, là, on est quand même sur une montée de ton. La montée de ton, là, on est en train de parler d'une interdiction provisoire et qui va sans doute être contestée pour certains des autres activistes de visa. Ça me semble assez modéré par rapport à l'arsenal des sanctions qui pourraient venir s'appliquer. Et je pense qu'on a juste tout simplement envie d'éviter une gradation et une escalade néfaste et surtout d'éviter qu'on ait des commissaires qui sont animés politiquement et qui viennent nuire tant à la liberté d'expression en Europe qu'à des relations transatlantiques. Donc Thierry Breton, c'est tristement illustré dans ce scénario-là. Et de fait, à ce stade, il n'a pas lui-même fait part de son souhait d'aller contester juridiquement ces interdictions de visa. Oui. Et pour moi, ce qui est beaucoup plus choquant, c'est ce précédent que ça crée, cette amende de 120 millions d'euros. C'était la première fois que ça allait s'appliquer. Je tiens juste à donner une statistique qui est quand même assez révélatrice. En Europe, il y a eu plus d'argent qui sont rentrés par des amendes imposées par l'Europe sur des entreprises américaines que de taxes collectées. Alors bon, le problème, il peut se poser des deux côtés. C'est comment est-ce qu'on fait pour collecter plus d'impôts ? Mais dans le fond, c'est ni les amendes, ni les taxes qu'il faut se contrôler, mais il faut juste davantage promouvoir l'innovation. Vraiment, ça chiffre en milliards, mais on taxe plus. Enfin, on affiche plus d'amendes qu'on est en mesure de collecter de l'impôt. Donc, en soi, il faut arriver, on est acculé, on est exsangue, et il faut davantage promouvoir l'innovation française, européenne, si besoin, plutôt que d'imposer une régulation qui est sur les plateformes de médias, c'est un peu foutu, malheureusement, je pense. Non, mais il n'y a pas de place pour le défaitisme ou la résignation. Il y a un déclassement, mais il y a surtout beaucoup de forces vives et qu'il faut encourager plutôt que de restreindre. Et en étouffant avec des réglementations qui coûtent, d'ailleurs, on l'a dit, juste encore un chiffre, 120 millions d'euros, c'est l'amende qui a été imposée à Musk. Le coût de conformité du DSA sur l'ensemble des acteurs, c'est plus d'1 milliard d'euros. Donc c'est vraiment, pour les grandes plateformes, c'est Epsilon, c'est l'épaisseur du trait. Mais si vous lancez une plateforme, forcément, vous allez le ressentir, ce fardeau qui va être considérable. Il n'y a pas de progressivité. D'accord. Alors, je vais me tourner vers Nicolas Mirkovic, mais si vous le permettez, Nicolas, je vais d'abord faire un petit rappel du bras de fer entre les deux, puisqu'tout à l'heure, il y a une confusion, j'ai mal compris Virginie Joron, et il y a eu cette première lettre. Donc, je vais vous raconter un peu ce qui s'est passé. C'est quand même intéressant de suivre la montée de ton, justement. Alors, bon, au départ, ça commence par à ce moment-là, Thierry Breton est vraiment commissaire européen, pour le coup. Et Elon Musk, au Texas, c'est en mai 2022, il signe un accord sur les principes de régulation numérique européenne. Pour le moment, c'est pas encore le DSA, sans tension plus forte que celle-ci. En juin 2023, Thierry Breton va au siège de Twitter à San Francisco pour un stress test et il commence vraiment à demander le respect du fameux DSA. Et c'est l'un des premiers signes, on va dire, de montée de tension. En octobre 2023, alors là, c'est vrai que c'est là que ça commence vraiment. C'est la première lettre envoyée par Thierry Breton à Elon Musk, une lettre urgente l'avertissant donc que X est utilisé pour diffuser de la désinformation selon lui et des contenus violents. Et il lui donne 24 heures à Elon Musk pour répondre et le menace d'enquête. Et Musk réplique publiquement. Il accuse l'Union européenne d'abus de pouvoir et c'est vraiment le début des hostilités. Ensuite, riposte de l'Union européenne. L'Union européenne ouvre une enquête formelle contre X pour violation potentielle du DSA. Vous voyez, déjà, ça commence à ce moment-là, l'Union européenne contre X. En août 2024, alors là, évidemment, c'est la lettre que vous citiez, Virginie Joron, c'est la fameuse lettre publique à Elon Musk de Thierry Breton, qui le rappelle à ses obligations du DSA, donc, pour éviter l'amplification de contenus dits nocifs selon Thierry Breton. À ce moment-là, on est sur les manifestations au Royaume-Uni, vous savez. Et Elon Musk répond sur X avec une série de mots colorés, on va dire. Donc, fuck your own face, notamment. Il qualifie Thierry Breton de censeur.
Ensuite, Thierry Breton démissionne de la Commission européenne, mais ça ne l'empêche pas de continuer de soutenir le fameux DSA. Et il y a des nouveaux échanges tendus en décembre 2024. Elon Musk soutient ouvertement l'AfD sur X, et là, Thierry Breton dénonce ce qu'il appelle une ingérence étrangère. Vous voyez, ça commence là. Et puis ensuite, l'Union européenne, en effet, en décembre 2025, inflige cette amende de 120 millions d'euros à X pour non-conformité du DSA. Et voilà, enfin, la riposte que vous avez aujourd'hui, enfin, qu'on commente aujourd'hui, sur l'interdiction de visa contre Thierry Breton et 4 autres Européens qui sont accusés de promouvoir la censure. Voilà, c'était pour avoir le petit historique. Nicolas Mirkovic, comment vous voyez l'ensemble de ce bras de fer, et aussi une tension qui était pour le moment encore assez restreinte entre Elon Musk et Thierry Breton, et qui s'élargit finalement à un pays, une administration contre l'Union européenne. Enfin, ça s'y apparente en tout cas. Je pense que cette histoire illustre au moins 2 sujets majeurs qui ont été évoqués et par Virginie Joron et Nicolas Conquer, mais je pense que c'est extrêmement important de les souligner, qui sont d'abord cette hypocrisie totale de la part des atlantistes aujourd'hui dans l'Union européenne, que ce soit Thierry Breton, que ce soit Emmanuel Macron, qui, il y a encore quelques semaines, sanctionnait Xavier Moreau, citoyen français, oui. Jacques Beau, citoyen suisse, sans procès, sans jugement. Ils n'ont rien fait d'interdit. Ils sont mis sous sanction. On a entendu au début de votre émission les conditions pour Jacques Beau. C'est gravissime. Qui sont terribles. Ouais. Et donc, on applique nous-mêmes, au sein de l'Union européenne, des sanctions contre des citoyens qui n'ont enfreint aucune règle, aucune loi. Et en même temps, on va se plaindre que c'est horrible ce que font les États-Unis. Ils appliquent des sanctions, comme l'a dit Nicolas Conquer il y a quelques instants, qui sont quand même minimes. Il est interdit de visa. Alors, c'est clair que je comprends pour Thierry Breton qu'il soit extrêmement gêné. Lui qui nous a vanté l'Union européenne, les bienfaits de l'Union européenne, de protéger le marché européen. Lui, dès qu'il a quitté la Commission, il est parti travailler pour Bank of America. Donc voilà, il y a un peu d'hypocrisie. Puis il y a des intérêts aussi propres pour Thierry Breton à défendre. Mais j'aimerais aussi rappeler une personne dont on ne parle pas beaucoup en ce moment, qui est victime lui aussi de sanctions américaines, beaucoup plus graves, qui est Nicolas Guillou. Nicolas Guillou, qui est magistrat au CPI, qui est sous sanctions américaines aujourd'hui, parce qu'il a demandé des mandats, il a lancé des mandats d'arrêt, il fait partie des juges qui ont lancé des mandats d'arrêt contre Benjamin Netanyahou et Yoav Gallant. Et pour cela, donc dans son rôle de juge au CPI, il est sous sanctions américaines. C'est un citoyen français. Et aujourd'hui, lui, il ne peut plus se servir d'aucun outil américain qui sont extrêmement répandus en Europe, que ce soit PayPal, que ce soit Visa, que ce soit Mastercard. Tous ces outils, ces instruments que nous utilisons en Europe aujourd'hui, il en est privé. Il ne peut pas s'en servir. Ça les impacte directement sur sa vie privée. Attendez, non, on n'en parle pas du tout, et c'est intéressant, c'est-à-dire que les sanctions, parce que c'est vrai qu'on se dit, si on ne veut pas particulièrement aller sur le sol américain, les sanctions américaines en Europe, elles touchent par tout ce qui est américain en Europe, c'est-à-dire tout, quoi, quasiment. Exactement. Renseignez-vous sur Nicolas Guillou. Depuis l'été dernier, il est sous ces sanctions. Et donc, et c'est extrêmement compliqué. Lui, évidemment, il ne peut pas se rendre aux États-Unis non plus. Et personne n'en parle. Et je n'ai pas entendu Thierry Breton ou Ursula von der Leyen ou Emmanuel Macron ou Raphaël Glucksmann qui a dit que nous ne sommes pas une colonie des États-Unis, sauf qu'un citoyen français, juge, magistrat, soit sous sanction parce qu'il a pris une décision qui contrarie Washington, alors que Washington ne fait même pas partie du CPI. Donc, je pense que cette énorme hypocrisie où tout d'un coup, au sein de cette caste dominante européenne, on va choisir les sanctions qui sont mauvaises ou qui ne sont pas mauvaises. On peut appliquer des sanctions contre des citoyens européens, ça ne pose pas de problème quand ça nous arrange. On ferme les yeux quand les Américains appliquent des sanctions contre des juges français, mais quand on applique des sanctions contre Thierry Breton, attention, toute l'institution européenne est sous attaque américaine, les méchants Américains veulent le mal de l'Europe. C'est de l'hypocrisie totale, illustrée une fois de plus par Thierry Breton et consorts et ses amis, que ce soit von der Leyen ou Macron, etc. Mais ce rappel, Nicolas Mirkovic, il est important ce que vous nous dites, parce que c'est vrai que, je vais le dire simplement, mais de notre part, on a tendance à se dire, Thierry Breton, c'est bien fait pour lui, pardon, je vulgarise un peu, mais c'est ça. Donc, on ne s'inquiète pas plus que ça de ces sanctions, mais ça reste des sanctions américaines, certes pas si fortes que ça, c'est pas un gel des avoirs, c'est pas un gel de la banque, mais
qu'on peut interroger, en tout cas, ou en tout cas pour lesquels nous, autres pays, on devrait pouvoir se dire, on a un rapport de force qui se met en place, quelque chose. Parce que si les Américains décident de mettre des sanctions sur toutes les personnes qui les vexent, c'est sûr que ça commence à devenir gênant. Donc, en effet, il ne faut pas que nous-mêmes nous tombions dans ce propre piège de se dire, c'est Thierry Breton, entre guillemets, donc c'est pas grave parce que il n'allait pas dans notre sens. Là, vous le rappelez, il y en a d'autres qui ont peut-être juste fait leur travail et qui aujourd'hui sont embêtés. Donc ça, c'est intéressant parce que ça nous permet quand même de réfléchir un peu plus profondément à ce qui se passe. Et si je voulais même remonter dans le passé, l'extraterritorialité du droit américain a déjà mis sous sanction, en tout cas a déjà appliqué des amendes contre la BNP, contre Société Générale, Crédit Agricole, Siemens, Volkswagen. Donc, si vous voulez, et là, on n'a pas entendu les commissaires européens pousser des cris d'orfraie parce qu'on versait des milliards et des milliards de dollars d'amendes à Washington. Mais ça illustre, Clémence, l'immense paradoxe dans lequel nous nous trouvons. Parce qu'en même temps, la liberté d'expression est fondamentale. C'est-à-dire qu'on ne veut pas se retrouver, nous, dans une situation où on va défendre Thierry Breton, qui est un censeur, et en même temps, on est en train d'utiliser tous des plateformes américaines. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas X, s'il n'y avait pas YouTube, s'il n'y avait pas tout cela, on aurait du mal à s'exprimer aujourd'hui en Europe. Donc, on est très content de bénéficier indirectement de ce premier amendement américain pour la liberté d'expression, qui s'est en plus, et c'est vrai sur les plateformes, ouverte de manière conséquente depuis l'élection de Trump, et c'est très bien pour nous, mais ce paradoxe est terrible. C'est-à-dire que d'un côté, on a besoin des plateformes américaines pour pouvoir s'exprimer librement aujourd'hui en Union européenne, et d'un autre côté, on n'a pas quand même envie d'être sujet au droit américain à cause de l'extraterritorialité, parce que le jour où on va dire quelque chose qui va déplaire à Washington, on risque de perdre cette liberté d'expression, puis on risque de perdre les instruments que nous utilisons de notre vie de tous les jours pour vivre, pour épargner, pour réserver des chambres d'hôtel. Et donc, c'est pour cela, je voudrais terminer juste sur ce mot, qu'il faut prendre le meilleur des deux mondes. Il est important pour la France et les pays européens d'avoir une véritable défense de la liberté d'expression. C'est un pilier de la démocratie et on doit avoir ça, on doit se battre pour cette liberté d'expression. Et en même temps, nous devons avoir nos propres outils, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être sujet à des sanctions d'une nation étrangère, quelle qu'elle soit, parce qu'on ferait quelque chose qui contreviendrait à leur loi. Cela ne peut pas avoir un impact sur un citoyen français, sur un citoyen européen aujourd'hui. Et donc, il faut se battre pour les deux, pour notre propre souveraineté en matière de numérique et d'outils, on va dire, économiques, financiers, et en même temps, défendre ardemment la liberté d'expression. Oui, non, mais c'est très intéressant ce que vous dites, parce que finalement, là, en ce qui concerne Thierry Breton, d'ailleurs, pour le moment, il a juste été empêché de visa. Donc, finalement, c'est assez pour les États-Unis. Il ne vient pas le restreindre dans son propre pays ou dans son propre en Europe. Finalement, je trouve ça assez logique qu'un pays, il veut appliquer des sanctions, il les applique sur le territoire. En revanche, ce que vous nous racontez sur Nicolas Guillou, là, pour le coup, ça le touche directement et partout. C'est une ampleur différente. Et là-dessus, il faudrait pouvoir se dire, oui, quand il y a des sanctions d'une telle ampleur, extraterritoriale, américaine, il faudrait que nous ayons une forme de souveraineté, qu'on puisse se permettre une indépendance de ce côté-là. C'est vrai que c'est très intéressant. Alors Virginie Joron, je me retourne vers vous. Je ne sais pas déjà si vous avez une remarque à faire par rapport à tout ce qu'a dit, ce qu'ont dit les deux Nicolas d'ailleurs. Oui, je partage totalement leur vision et je remercie effectivement Nicolas Mirkovic de rappeler effectivement ce double discours avec cette sanction effectivement sans procédure contradictoire de ces deux personnalités, Xavier Moreau et Jacques Beau. Effectivement, ça va à l'encontre même de notre démocratie. Normalement, on devrait avoir un avocat, on pourrait plaider normalement non coupable ou en tout cas prouver qu'on ne doit pas entrer sur cette liste. Moi, je veux juste rappeler que moi aussi, j'ai été interdite de visa par les États-Unis. Ah bon? Oui, bien sûr. Quand ça En 2022, j'ai eu un message de l'ambassade des États-Unis qui m'a demandé de ramener mon visa diplomatique. Bon, voilà, je suis pas Thierry Breton, alors je suis juste député européen, mais quand même, moi aussi, on m'a demandé... Mais vous n'avez pas dit ma personne, c'est l'Europe? Non, je l'ai pas prise comme ça, mais effectivement, je me suis quand même posé la question. C'était quoi la raison? Ils m'ont pas donné. Je suis allée à l'ambassade et j'ai demandé pour quelle raison. Normalement, quand on est député européen, puisqu'en plus j'étais membre de la délégation UE États-Unis, donc j'étais amenée à aller à Washington, notamment au regard de cette commission, délégation, pardon. Et j'avais donc ce visa diplomatique de 5 ans tout le long de mon mandat. Et puis du jour au lendemain, j'ai reçu un email sur ma boîte du Parlement européen qui me demandait de ramener mon passeport et pour m'enlever ce visa diplomatique. Donc je suis
allée à l'ambassade, j'ai demandé des explications et ils se sont tous regardés bizarrement. Et puis donc, ils m'ont supprimé mon visa. Donc ça arrive, c'est pas nouveau. Voilà, Thierry Breton fait tout un pataquès. J'entends, hein, parce qu'effectivement, parce qu'il met en avant cette réglementation du numérique, il l'utilise pour lui en fait, hein, pour lui tout seul, c'est pas l'Europe qui est visée, hein. Alors c'est vrai que ses petits copains sont venus un petit peu le soutenir, mais c'est qui ces petits copains? C'est tous ces membres qui font partie de la galaxie Soros, hein. Faut quand même rappeler Madame Loiseau, Madame Laluc, tous ces gens en fait, ils sont liés par cette même énergie, c'est-à-dire ce système de think tank qui les pousse à vendre un seul narratif. Je rappelle que Madame Loiseau était fière de siéger à l'European Council of Foreign Relations, qui est financé par Soros. Et c'est là aussi que vous voyez ces deux mondes, en fait, hein, parce que, effectivement, l'hypocrisie aussi dans ce dossier, et M. Mirkovic l'a rappelé, et aussi Nicolas Canquer, c'est la souveraineté. Là, d'ailleurs, Macron, c'était un de ses messages. Il faut être indépendant et il faut défendre la souveraineté. Moi, je l'entends. D'ailleurs, plusieurs fois, je l'ai rappelé dans mes interventions. Mais le 16 décembre 2025, on apprend que la DGSI, hein, c'est quand même pas rien, a contractualisé un accord avec Palantir, une société américaine. Oui, c'est vrai. Donc, le 16 décembre 2025, hein, c'est pas il y a 15 ans, c'est tout récemment, il y a une semaine avant donc cette sanction. Donc ce double discours permanent là aussi où il faut défendre d'un côté soi-disant notre souveraineté, notre indépendance, et en même temps, le fameux des macronistes, c'est de continuer à vendre nos données de santé à Microsoft, à Amazon, à Google. Et moi, je le vois dans tous les dossiers. D'ailleurs, je l'ai rappelé même au sein de la Commission européenne, qui continue à faire des offres de public d'achat à ces entreprises. Alors, c'est vrai, effectivement, on n'a rien construit depuis 25 ans. Effectivement, nous, la seule chose qu'on produit, c'est de la norme. Et c'est vrai que les États-Unis, à un moment donné, ils nous rappellent que c'est bien de produire de la norme, mais il faut aussi respecter les business de certaines plateformes numériques. On n'est pas obligé d'être sur X. En fait, on n'est pas obligé d'aller sur Facebook. Je veux dire, les gens là qui se plaignent, les Laluc et compagnie, ils sont pas obligés. D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils ont dit là quand à un moment donné, vous vous rappelez, oui, ils avaient créé leur propre plateforme, oui, Blue Sky. Bon. Sur Blue Sky. Attention, je vais sur Blue Sky. Attention, voilà. J'y vais. Combien sont allés sur Blue Sky à la fin? Ben non, il y a personne. Le plus grand monde, oui. Donc en fait, c'est vrai que ces plateformes ont un business model. Effectivement, ce sont les Américains, ce sont pas tous des philanthropes, donc ils sont là aussi pour faire du business. Donc on a cadré un petit peu ce business. D'ailleurs, je vais vous donner un exemple. Le publicitaire des groupes politiques. C'est monsieur Sandro Gozzi qui a tenu ce dossier, c'est-à-dire et maintenant il y a une réglementation pour tous les partis politiques qui voudraient faire du ciblage publicitaire. Très bien. Ce qui arrive aujourd'hui, la conclusion, c'est que toutes ces entreprises, notamment Facebook, Google, ont retiré cette offre parce qu'elles disent que c'est trop contraignant. Et donc moi je l'ai vu en commission là il y a très récemment, c'est-à-dire que maintenant ces hommes politiques se plaignent parce qu'ils ne peuvent plus s'offrir ce service. Non, mais on marche sur la tête. C'est-à-dire qu'effectivement, on se tire des balles dans le pied. Et cet exemple-là de Breton à la fin de l'année, en fait, pour moi, c'est la saga Musk Breton. Et les gros perdants dans cette histoire, c'est encore qui? C'est l'Europe et c'est la France. Parce qu'en fait, avec ce double discours permanent, en plus, on passe pour vraiment des gens qui sont repliés sur eux-mêmes, notamment au regard de la liberté d'expression. Et c'est ça qu'il faut retenir. Et c'est pour cette raison qu'avec vous, et d'ailleurs, moi, je continue à monter toutes ces conférences autour de cette valeur qui, normalement, est une valeur fondamentale de l'Union européenne. C'est une société, normalement, 27 États membres qui représentent la démocratie. Et là, on voit bien que c'est utilisé à mauvais escient pour défendre un seul narratif de construction européenne qui, finalement, nous amène à quoi? On le voit bien avec Thierry Breton, qui était soi-disant défenseur d'un marché européen, mais on voit qu'on n'est pas un marché européen d'une industrie, mais de consommateurs et d'utilisateurs de plateformes. Et c'est ça que nous, en tout cas, moi, je regrette. La préférence européenne, oui, mais en tout cas, c'est pas la France qui donne le bon exemple, notamment au regard de ce dernier exemple où la DGSI continue de donner toutes nos données qui sont quand même des données quand même sensibles à une plateforme américaine. Oui, ça c'est certain. Alors, Nicolas Conquer, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Peut-être que vous souhaitez répondre quand on parlait des sanctions américaines contre Nicolas Guillou aussi? Alors, je suis moins familier du dossier, mais
de manière plus générale, cet épisode entre Musk et Thierry Breton et du DSA de manière plus générale, il dit quelque chose de plus large et il donne un écho vraiment très très fort au discours prononcé par J.D. Vance à Munich en février dernier. Ouais. Ce discours à la conférence de sécurité de Munich où il parlait justement de ces menaces de l'intérieur qui venaient étouffer la liberté d'expression. C'est-à-dire qu'on voit même que c'est le régulateur qui lui-même cherche désormais à dire ce qu'on peut dire, pas dire, penser, ne pas penser, quelle plateforme utiliser ou pas utiliser, voire même s'il faudrait inverser des scrutins démocratiques ou même interdire des partis. On l'a entendu, peut-être Thierry Breton parfois, et c'est un peu emporté par son propre lyrisme, mais évoquer ça sur certaines interviews, et c'est particulièrement préoccupant. Oui, c'est donc il y a ce premier sujet, donc avec vraiment, encore une fois, cet appel qui est tout à fait sensé et qui prend une résonance tout à fait cruciale aujourd'hui. Et qui, je pense, ne ferait-ce amplifier cette tension et qui nous dit que désormais on doit reprendre la main sur ce régulateur qui, pour reprendre les propos de Madame Virkkunen, donc qui est au siège à la commission, qui disait ne vous inquiétez pas, il ne s'agit pas du tout de censure, mais en fait c'est justement ça laisse entendre que ce n'est rien d'autre que ça, et on a vu qu'il y a eu une vigilance et peut-être des méthodes tout à fait zélées, plus particulièrement à l'encontre de X Twitter plutôt que vis-à-vis des autres plateformes. Et je pense qu'on regardez Telegram. Regardez Pavel Durov, il a été arrêté. Ils ont rien cédé. Oui, mais de fait, il s'expose, et voire même dans sa chair. Mais Musk aussi, et je pense qu'on a la chance d'avoir des personnalités de ce type-là qui déjà nous ont offert un cadeau à 50 milliards d'euros en rachetant cette plateforme qui est vraiment en faveur de la liberté d'expression, et qui ont le talent et aussi l'opiniâtreté de ne pas courber les chines et mettre le genou en terre. Donc je pense qu'on est parti sur un épisode qui va feuilletonner avec sans doute une escalade, mais je pense qu'encore une fois, si nous étions les perdants de cette régulation, nous serons sans doute les gagnants d'une liberté d'expression recouvrée via sans doute une union qui va sans doute revoir ces textes de réglementation qui sont évidemment une censure au nom de la régulation. Oui, parce que ce qui est très intéressant en ce moment, c'est que là on parle beaucoup de X, donc Elon Musk, mais il y a Pavel Durov également qui s'est ouvertement mise en chemin de bataille contre la censure, et notamment la censure française, là, on peut le dire, donc le patron de Telegram. On a Facebook qui s'est aussi approché et qui a changé d'ailleurs de ton sur ce sujet d'Elon Musk. Donc on voit bien qu'en fait on a quand même les gros mastodontes des plateformes de réseaux sociaux qui sont désormais d'accord pour lutter contre la censure européenne ou particulièrement française. Donc on est dans un moment, je pense, un temps qui est particulièrement intéressant à suivre, où on voit que le petit Thierry Breton, qui est même plus commissaire, forcément, il n'y a pas beaucoup de force face à ces trois-là, plus maintenant qui sont suivis par l'administration américaine. Et je trouve qu'on est dans un temps, quand on regarde tout ça, on se dit finalement ils vont pouvoir véritablement imposer leur ton. Attention, parce qu'il y a une pression qui vient par le haut, par ces grands acteurs qui sont les VLOP, les Very Large Online Platforms, comme vous avez cité. Mais derrière, il y a surtout une contestation en fait, des peuples. Il y a 7 Français sur 10 qui considèrent que l'UE est devenue trop bureaucratique. Ça fait longtemps qu'il y a une contestation des peuples depuis toujours en Union européenne. Il y a un sentiment de défiance, il y a un sentiment de défiance qui vient exacerber. Oui, mais c'est pas ça qui fait qu'ils vont changer de ton. Vous savez très bien. Ce qui change de ton, c'est parce que Pavel Durov va les citer, c'est parce qu'ils vont être interdits de visa. Non, pour moi, c'est ça qui va changer les choses, non ? Alors là, c'est très concret, mais effectivement, il y a le symbole de dire qu'il y a un désaveu total des peuples et une volonté à ce que l'Union européenne devienne moins technocratique, moins bureaucratique et moins déconnectée des peuples. Ça, je trouve un petit peu utopiste, mais vous avez raison, les gens veulent revenir à... Il y a un sursaut et la mise à disposition de ces plateformes et de ceux qui résistent permettent à ce que ça soit amplifié et que grâce à la mobilisation d'élus courageux comme Virginie Joron, on arrive à mobiliser et à soutenir un mouvement plus fort jusqu'à ce que sans doute ceux qui sont nos dirigeants, combien même à la Commission, défendent les intérêts européens des peuples plutôt que de lobby. Contraint et forcé, et parce que c'est, comme vous l'avez dit, c'est la volonté du peuple. Mais bon, ça, jusqu'à maintenant, la volonté du peuple, sans être contraint et forcé, il ne l'avait pas forcément entendu. Et je vais donner le mot de la fin à Nicolas Mirkovic. Je pense qu'on vit en effet une période qui est particulièrement importante, parce que la défense de la liberté d'expression, je le rappelle, est un pilier. À partir du moment où on ferme les yeux et on se dit « Oh, c'est pas grave, on a interdit un tel, eh bien, et que nous, on peut s'exprimer et qu'on pense que ça ne nous concernera pas » est faux. Aujourd'hui, n'importe qui peut être touché
par des attaques contre la liberté d'expression. Et on est dans une situation en Europe aujourd'hui, on l'a vu en Roumanie, on l'a vu en Moldavie, on l'a vu avec l'affaire des sanctions récentes, on a vu que c'est très difficile de parler de certains sujets en France et en Union européenne aujourd'hui. On doit tous se battre. Et ça, c'est un combat transpartisan pour cette liberté d'expression. Laissez-nous nous comporter en adultes, laissez-nous nous renseigner, récupérer les informations, nous faire des opinions, nous faire des jugements et voter en connaissance de cause. Et ça, je pense que c'est extrêmement important. Et il faut profiter de ces plateformes. Et je rappelle qu'ils sont des plateformes américaines, c'est le paradoxe, pour pouvoir défendre cette liberté d'expression. Et je forme vraiment ce vœu ardent d'avoir un jour la possibilité, une fois qu'on sera revenu à une véritable défense de la liberté d'expression en Europe aujourd'hui, des plateformes qui seraient les nôtres comme ça. Aucun pays, quel qu'il soit, ne pourra nous dire ce qu'on a le droit de penser, pas penser, nous sanctionner, parce que tant que à Washington aujourd'hui, on a des grands défenseurs de la liberté d'expression comme Trump, comme Vance, et Nicolas Conquer avait raison de rappeler ce discours fabuleux à Munich en février mais le vent peut tourner. Où ça change à Washington, et qu'ils reviennent là-dessus, eh bien voilà, on nous dit, ah ben non, mais non, Facebook, Twitter, vous pouvez plus dire ça parce que la politique à Washington... on l'a vu pendant le Covid notamment, c'est ça, parce que le professeur Perron est arrivé, oui. Donc voilà, je pense, oui, la défense pour la liberté d'expression, c'est très important. C'est parfait, il est 9h pile, il est fort. Hein. Nicolas Mirković, merci à tous les trois. Virginie Joron, je rappelle, députée européenne du groupe Patriote. Nicolas Conquer, vous avez aussi un livre qui va sortir le 14 janvier, Vers un Trump français. Oui, pourquoi pas. Colère française, miroir américain aux éditions Fayard. Vous reviendrez avec grand plaisir. Présenter votre livre. Nicolas Conquer et Nicolas Mirković aussi, on prend rendez-vous pour présenter votre livre à venir. C'est quoi déjà le titre de votre livre à venir, Nicolas Mirković? Déclin et renouveau, comment les Français se relèveront. Vous êtes tous les deux vers un côté optimiste de les Français et la France se relève. On est condamnés à l'espoir. Vous êtes condamnés, c'est beau. Merci beaucoup à tous les trois. Très bonne fin de journée à vous. N'oubliez pas qu'on a une chaîne avec une émission tous les jours à 18h. C'est Toxin Plus PLUS. Alors le lundi, vous retrouvez les sketchs de Laurent Firode. Bonjour, je suis Laurent Firode. Le mardi, vous retrouvez l'émission historique d'Éric Branca avec ce qu'il appelle les parts sombres de l'histoire. On apprend des choses vraiment passionnantes. L'Europe unie n'est dans l'esprit de Monnet qu'une étape vers ce fameux gouvernement mondial. Le mercredi, vous avez le RIC. Allez voir les débats animés par Fabrice Grimal. Il y a eu le service militaire, il y a eu les régions, l'audiovisuel public. C'est du débat et on vote sur Toxin. Là, au moins, on a le droit de voter. Je vous rappelle qu'avec le RIC Toxin, la France a rétabli la peine de mort, privatisé l'audiovisuel public et rétabli le service militaire. Et puis le jeudi, vous avez l'émission scientifique tenue par Alexandre Cugnache. Et le vendredi, Renaud Bochart, tout le monde sait. Alors Renaud Bochart, c'est notre chroniqueur pour les États-Unis. Et là, il organise des interviews qu'on prend le temps en plus de traduire. Allez voir aussi ces émissions qui vous permettront vraiment d'avoir un coup d'avance sur ce qui se passe aux États-Unis par rapport aux autres médias. Et enfin, la grande nouveauté, dimanche, vous retrouvez l'émission humoristique Le jour de Gouaille est arrivé. Parce que là, c'est no limits dans l'humour. Vous allez voir, c'est du très très lourd.